20h, 21h, France Info, Les Informés, Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Informés. Comme tous les samedis, vous le savez, place aux correspondants de la presse étrangère en France. À la une, ce soir, le lancement de la campagne des élections européennes pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoutera dans les toutes prochaines minutes. À nouveau, les espoirs d'une trêve à Gaza, nous en débattrons. L'élection présidentielle qui se poursuit en Russie, comment est-elle suivie dans les pays de nos informés? Et puis Montbéliard, capitale française de la culture 2024, d'où cette question. Mais qu'est-ce que la culture française? Vaste sujet sur lesquels vont se pencher ce soir nos informés. Bonsoir Adeline Percept. Bonsoir. Correspondante de la RTBF à Paris. Anne-Elisabeth Moutet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Paris du Daily Telegraph, journal britannique, bien sûr. Richard Verly à vos côtés. Bonsoir Richard, correspondant du quotidien suisse Blick, et Juan José Dorado. Bonsoir et bienvenue. Buenas tardes. Journaliste espagnol en France. C'est parti pour une heure de débat. Le lancement donc ce samedi de la campagne de la France Insoumise avec le premier meeting cet après-midi de Manon Aubry, la tête de liste. C'était près de Paris à Villepinte. Le fondateur du parti, Jean-Luc Mélenchon, était là aussi. Cela a été confirmé aujourd'hui. Il sera sur cette liste pour les européennes du 9 juin, mais très loin en position non éligible. Leader des Insoumis qui a donc pris la parole. Non, ce n'est pas une élection simplement, dirais-je, pour élire des députés européens. C'est la première fois que cette élection prendra la signification particulière d'un vote à mi-mandat, d'une présidence interminable qui va chaotique, d'une pagaille à l'autre, d'une destruction à l'autre, d'une menace à l'autre. C'est la première fois que votre bulletin de vote fera de vous le bras prolongé qui a commencé à la poitrine de Jean Jaurès. Si vous ne voulez pas de la guerre, votez insoumis. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui a ajouté: on a le droit de dire que ces élections européennes préparent l'élection présidentielle de 2027. Adeline Percept, c'est une élection européenne. Il joue clairement le match pour 2027, déjà, Jean-Luc Mélenchon, on l'entend. Oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le tonton grincheux, à mon avis, dont les jeunes de la France insoumise voudraient bien le mettre un peu en bout de table pour qu'il arrête de parler. Il avait pris du recul, mais il est toujours là. Et oui, il a du mal à prendre du recul. Il dit la présidence de Macron est interminable, mais enfin sa présence à LFI aussi, finalement, c'est ce que pourraient probablement lui dire les jeunes de la France insoumise, et notamment Manon Aubry, qui est la tête de liste. Et au fond, Mélenchon... On se souvient d'ailleurs, petit aparté, qu'à la fin de la présidentielle de 2022, il avait fait un discours pour dire, voilà, place aux jeunes, désormais, il va falloir réinventer quelque chose sans moi. Et il est encore là 2 ans après. Vous voyez, c'est pas le cas encore. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon mise sur Jean-Luc Mélenchon. Il mise, vous l'avez parfaitement dit, sur un thème qui est tout à fait franco-français, comme si, alors que cette fois les listes de la gauche sont complètement éclatées, comme s'il laissait aux écologistes, aux socialistes, aux communistes les vrais thèmes européens, au fond. Juan José Dorado, ça va pas un peu saper le travail de Manon Aubry, qui peut-être, elle, préférerait se pencher sur des thèmes européens, ce genre de discours? Le problème, c'est qu'à LFI, aujourd'hui, l'homme charismatique, ça reste Jean-Luc Mélenchon et pas Manon Aubry. Donc cette élection, on va voter pour l'Europe, mais en fait, effectivement, et il l'a dit, et ça a été toujours comme ça, on va surtout essayer de porter un coup à Emmanuel Macron en regardant vers 2027. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec Jean-Luc Mélenchon. Il a aujourd'hui exposé, ça a été surtout lui qui a exposé, qui vont être les thèmes de la campagne. Ça va être de la politique intérieure par rapport à Emmanuel Macron. Ça va être la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et ça va être aussi la Palestine. Donc voilà les sujets dont il a parlé depuis des mois. Et c'est là où il va s'appuyer effectivement pour dynamiser cette campagne. Manon Aubry, il faut le reconnaître quand même. LFI n'a que 6 députés en Europe. Ils peuvent en avoir 7, 8, 9 et encore. Mais ils n'ont pas de voix en Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs, traditionnellement, Anne-Elisabeth Moutet, les Insoumis ne font pas de très bons scores, un peu plus de 6% la dernière fois. Ils sont entre 6 et 8 là, dans les intentions de vote pour l'instant. Quelque part, c'est un peu logique, puisqu'ils ne sont pas très pro-européens, ils sont contre la Banque Centrale Européenne, ils sont contre la politique européenne, par exemple, justement sur l'Ukraine. Et donc, ce n'est pas un sujet qui les intéresse. Cela dit, je pense qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon complètement de dire c'est la répétition générale de la présidentielle.
présidentielle, parce que tout le monde le fait, on se rend bien compte que c'est un vrai sondage taille à grandeur nature, d'une part, et d'autre part, les gens se comptent, et d'autre part, on compte aussi les tendances d'une manière beaucoup plus exacte que pour les présidentielles, où au bout d'un certain temps, on vote beaucoup plus tactique. Tandis que là, comme c'est à la proportionnelle, la question ne se pose pas comme ça. Donc ça, on ne peut pas le leur reprocher. Qu'ils aient aussi, je veux dire, une place relativement maigre au sein du Parlement européen, ça les encourage d'autant plus à faire de ça qui va le plus les servir. Maintenant, que ça nous annonce vraiment les résultats de la présidentielle. Pour le moment, on a des sondages qui sont déjà faits par les établissements de sondage, et là, notamment la semaine dernière, pour voir les résultats de la présidentielle, mais c'est des résultats qui donnent exactement les résultats qui sont calqués sur ce qu'on dit sur les européennes. Et en 2 ans et demi en politique, il peut se passer beaucoup de choses. Richard Verly, on voit que Jean-Luc Mélenchon, on ne l'a pas entendu dans cet extrait-là, mais s'adresse aux jeunes, aux quartiers, il s'adresse également à ceux qui ne vont pas voter, aux abstentionnistes. Il va chercher... le plus largement possible, on va dire, les électeurs. Oui, alors moi, personnellement, l'idée de l'élection européenne transformée en élection de mi-mandat et la polarisation nationale, je la trouve très regrettable. Parce que c'est au fond le drame de ces élections européennes qui, à chaque fois, c'est classique, mais il serait peut-être temps que les élections européennes soient jugées comme telles. Alors, par contre, l'Ukraine est un thème européen, donc là, il est logique de l'aborder dans la campagne. Donc d'abord, je trouve que c'est un vieux réflexe de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il va aller chercher toutes les voix que vous avez citées. Moi, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je ne l'ai pas trouvé très bon parce que je pense que ça commence à faire le vieux refrain qu'on a entendu. Et le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il alterne des périodes de grand silence avec une intervention tonitruante. Et je ne sais pas si c'est la bonne méthode. J'ai l'impression quand même que là, il est en train de prendre politiquement un coup de vieux. Et on va continuer à en parler dans un instant. D'abord, le fil info, 20h10, c'est avec Stéphane Milov. Un jeune footballeur de 13 ans est mort après un malaise, une douleur à la poitrine. Le drame s'est produit ce début d'après-midi à Sens. Selon France Bleu Auxerre, il a été pris en charge au stade par les secouristes, hospitalisé, mais c'est là qu'il est décédé. L'hypothèse d'un arrêt cardiaque est privilégiée. Garde à vue prolongée du collégien qui a menacé sa principale à Chenoz, en Côte d'Or. 24 heures de plus jusqu'à demain. Le jeune de 15 ans a fait irruption hier dans l'établissement après en avoir été exclu. La qualification terroriste n'est pas retenue à ce stade. Parce qu'ils ne veulent pas de projet d'un golfe dans les Pyrénées-Orientales. 1500 à 4000 personnes, selon les sources, ont défilé autour du lac de Villeneuve-de-la-Raho, près de Perpignan, alors que le département connaît depuis des mois une sécheresse sans précédent. Toute la cargaison du premier bateau d'aide arrivé à Gaza a été déchargée. Ce sont les responsables de l'association qui l'assurent. Cela représente 200 tonnes de nourriture. Un second bateau en capacité de faire de même pourrait partir ces prochains jours parce qu'il y a toujours ce corridor humanitaire en place et toujours au départ de Chypre. Le tournoi des 6 nations et l'Irlande conserve son titre après sa victoire 17-13 sur l'Écosse. L'Italie crée à nouveau la surprise en battant le Pays de Galles 24-21 et puis la dernière prestation, ce sera avec le 15 de France, France-Angleterre dès 21h. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et nous évoquions Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à l'occasion du lancement des européennes, de la campagne des européennes pour le parti. Juan José Dorado, quel regard on a de Jean-Luc Mélenchon en Espagne? Il a le parti Podemos qui se rapproche un peu de la France Insoumise. Comment on le regarde, Jean-Luc Mélenchon? Alors c'est vrai, c'est une histoire tout à fait particulière puisque vous savez que Jean-Luc Mélenchon a des origines espagnoles. Il parle espagnol. Il est ami. Il était des Pablo Iglesias, qui était vice-président du gouvernement espagnol. Souvent, depuis que Podemos est né, il a essayé de copier le système Podemos. Il n'a pas réussi à le faire, puisqu'en Espagne, Podemos est arrivé au gouvernement, a eu des ministres, donc, ce qui n'a pas été le cas pour lui. Donc, on a un regard un peu particulier sur lui, qui n'est pas un regard aussi dur que vous avez en France, en général, envers lui, mais aussi parce que nous le voyons d'être loin. Et puis, nous avions, entre guillemets, si vous permettez cette expression, l'original avec Pablo Iglesias qui a réussi. Donc, pourquoi garder Mélenchon, qui était en fait la copie française, qui n'a pas encore réussi? Où en est au Podemos aujourd'hui, d'ailleurs? Aujourd'hui, Podemos est très mal parti, va aller seul aux élections européennes.
à tout casser, il aura 2 députés maximum, mais c'est vrai que Podemos, la coalition, a complètement explosé. Et aujourd'hui, c'est un parti qui n'est même pas au gouvernement, c'est plutôt les députés du Parti communiste espagnol qui avaient pratiquement disparu, qui ont rené de ses cendres et qui sont aujourd'hui au gouvernement. Adeline Percept, en Belgique, on a l'équivalent d'un Jean-Luc Mélenchon? Alors, pas complètement l'équivalent, parce qu'il est un peu plus jeune et il a un peu rénové son parti, Raoul Edebo, mais il y a... En fait, on qualifie quand même souvent que de Jean-Luc Mélenchon belge. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il est comme en France, si vous voulez, soit adoré, soit détesté. Voilà. Il a beaucoup de relations avec le Parti du travail belge, qui est donc l'équivalent de LFI en Wallonie et en Belgique. Et le Parti du travail belge a au fond exactement les mêmes racines que Jean-Luc Mélenchon. Bon, ils sont allés un peu loin à un moment donné, puisque le président du parti avait écrit un livre pour réhabiliter Staline au début des années 90. Donc bon, voilà. Mais il y a eu un aggiornamento du parti et il est en train d'être une sérieuse concurrence. Si vous voulez, on est dans un moment qui est un peu différent de celui de LFI en France. Il est en train d'être une sérieuse concurrence pour le Parti socialiste, qui est la force incontestée jusqu'à présent en Wallonie. Et c'est un parti qui commence à sérieusement percer. Il est la première force politique pour les élections qui, vous savez, en Belgique seront européennes, plus les élections en fait des députés, etc. en même temps. Et donc, du coup, c'est la première force à Bruxelles et la deuxième force en Wallonie. Donc, vous voyez, derrière le Parti socialiste, quand même, qui les attaque pour le coup dans cette campagne. Paul Magnette, le leader du Parti socialiste, vient de dire cette semaine ne votez surtout pas pour ces couillons du PTB. Vous voyez, c'est ambiancé en Belgique. Elisabeth Moutet, qu'est-ce qu'on dit de Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté de la Manche? Alors, il correspond au précédent leader du Parti travailliste, Jérémy Corbyn, avec les problèmes d'antisémitisme dans le parti, avec le côté excessif, avec il a un style assez différent parce que c'est vraiment un orateur, alors que Corbyn était un petit peu ennuyeux. Mais le Parti travailliste en avait tellement souffert qu'ils se sont purgés, c'est-à-dire qu'ils ont pris un socialiste qui ressemble plus à Bernard Cazeneuve, qui est aussi un avocat d'ailleurs, que Corbyn. Ils ont enlevé des structures de la direction du parti, des gens qui étaient donc à l'équivalent anglais de la France insoumise, qui était la tendance extrémiste du Parti travailliste. L'endroit où ils n'ont pas pu l'enlever, ce sont les syndicats, parce que dans la constitution du Parti travailliste, il s'appelle travailliste pour une raison, il est organiquement lié aux syndicats qui sont au bureau central, etc. Et eux, il y a un bon courant qui ressemble plus à la France insoumise et où un certain nombre de gens se sont réfugiés. Donc, les travaillistes vont prendre le pouvoir d'ici 1 an, d'ici 8 mois, aux prochaines élections. Je ne vois pas très bien comment le gouvernement conservateur, qui est tout de même au pouvoir depuis 2010, est capable de récupérer le coup. Là, les premiers ministres se sont succédés les uns après les autres. Il y en a eu 4 pendant une seule année et ils se sont ramassés. Et donc, c'est les gens qui vont être bientôt au pouvoir. On va voir à quel point ça influe sur la direction du Parti travailliste. Encore une fois, Keir Starmer, qui a été non seulement avocat, et un super avocat, parce qu'il est King's Counsel, ça veut dire que c'est un grade particulièrement chic d'avocat qui peut devenir juge, mais c'est aussi quelqu'un qui a été le procureur général du pays. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Mais on va voir comment ça se passe au moment où ils sont là. Il y aura peut-être des surprises, dans la mesure où on a vu dans les rues, justement à cause de Gaza, une population de jeunes qui certainement ne sont pas la majorité du parti, mais qui ont de l'influence, tout comme les jeunes en Amérique et ailleurs. Ils font du bruit, ils sont dans la rue, ils sont plus chics pour les gens qui trouvent ça chic, et par conséquent, ça prévoit une certaine instabilité dans le parti qui va prendre le pouvoir dans l'année. On aura l'occasion d'en reparler quand on évoquera Gaza. Richard, 2 questions pour vous. Jean-Luc Mélenchon, comment est-il vu depuis la Suisse? Et est-ce que les Suisses s'intéressent aux élections européennes? Oui,
bien sûr, pour la deuxième question, l'intérêt pour les élections européennes, parce que la Suisse est dans une nouvelle phase de négociation avec l'Union européenne dont elle n'est pas membre, et donc l'impact de ces élections sera réel, notamment si les partis nationaux, souverainistes, populistes devaient avancer fortement. Il y a toute une partie de la droite suisse qui verrait ça d'un assez bon œil, parce que ces gens s'entendent bien entre souverainistes a priori. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors il est vu comme un politicien français outrancier, donc avec des sorties que jamais un politicien suisse ne ferait, mais ça ne vous a pas échappé que récemment... Donc il n'y a pas d'équivalent de Jean-Luc Non, il n'y a Mélenchon pas en d'équivalent, Suisse. mais il y a une figure montante à gauche en Suisse qui s'appelle Pierre-Yves Maillard, qui est un sénateur du canton de Vaud, qui a réussi la récente votation sur le 13e mois des retraites. Vous avez peut-être suivi Bien ça, sûr. qui a un On en a discours parlé dans les social. informés. Et Mélenchon est toujours vu par la gauche suisse comme l'homme qui voulait l'union. Et de ce point de vue-là, moi j'ai souvent entendu des gens de gauche en Suisse dire il a raison, la gauche en France ne pourra gagner que si elle est unie. Et c'est tout le dilemme de Mélenchon. Il est à la fois l'homme qui a fait l'union et l'homme qui désunit. Les deux en même temps. Et c'est le drame parce que tout le monde sait en effet que la gauche ne peut revenir au pouvoir en France que si elle est unie. Et ce sera le mot de la fin sur ce thème des insoumis. Intéressons-nous à présent à la situation au Proche-Orient, où l'espoir d'une nouvelle trêve renaît. Le Hamas qui exigeait jusqu'ici d'Israël un cessez-le-feu définitif avant tout accord sur une libération d'otages retenus à Gaza se dit désormais prêt à une trêve de 6 semaines pendant laquelle 42 otages pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens contre chaque otage libéré. Le Hamas en position de force dans ces négociations. C'est ce qu'explique sur France Info le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi. C'est le Hamas qui fait le tempo, qui décide un jour qu'il n'y a pas de libération d'otages sans arrêt définitif, puis ensuite qui envisage une trêve de 6 semaines. Bref, c'est vers lui que tout le monde se tourne pour savoir ce que sera la décision finale. Et ça, c'est politiquement non seulement une victoire pour le Hamas, mais une considérable défaite pour le gouvernement israélien. C'est la raison pour laquelle on est dans une situation, d'une part, extrêmement instable et d'autre part, extrêmement dangereuse, parce que est-ce que le point d'aboutissement de toutes ces logiques, c'est pas la pérennisation du conflit? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, en fait, l'hypothèse la plus probable et celle qu'il convient de redouter? Voilà, et pendant cette analyse de Bertrand Badi, Anne-Elisabeth Moutet nous disait qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Richard Verlet, lui, nous dit qu'il a raison. Débat dans un instant. Le temps de dérouler le fil info puisqu'il est 20h20, Stéphane Milhomme. La France abaisse le niveau de risque de la grippe aviaire. Il était élevé, il passe à modéré. Le ministère de l'Agriculture ne signale pas de nouveaux foyers sur des élevages depuis 2 mois. Cette mesure rend à nouveau possible la sortie des canards en parcours extérieur et puis la sortie des autres volailles sans restriction. La suite de violences urbaines hier soir à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Des habitants avaient pris des forces de l'ordre et des pompiers à partie. La préfecture du Rhône annonce l'arrivée de renforts avec la compagnie de CRS 83. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées cet après-midi à l'Alpe d'Huez. Elles protestaient contre la tenue de Tomorrowland Winter et dénoncent un non-sens écologique. Depuis 2019, ce festival de musique électronique rassemble plus de 20 000 fêtards durant une semaine dans cette station iséroise. En plein vote pour la présidentielle, les régions russes frontalières de l'Ukraine ont subi de nouvelles frappes, faisant au moins 2 morts à Belgorod. Vladimir Poutine continue de dire que les attaques ukrainiennes sur son sol ne resteront pas impunies. Et puis la 26e journée de Ligue 1 de football, Strasbourg écrase Nantes, déjà en bas du classement 3-1 à la Beaujoire. Et maintenant Lens, Nice, c'est à suivre dès 21h. L'enjeu, c'est une place pour la prochaine saison européenne. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Avec cette question, va-t-on vers une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas? Anne-Elisabeth Moutet, vous nous disiez en entendant Bertrand Badi à l'instant que vous n'étiez pas d'accord avec son analyse. Il disait, lui, que le Hamas guidait en quelque sorte, donnait le tempo de ces négociations. Je ne vois pas comment le Hamas, qui essentiellement en est à son dernier dirigeant, les autres ont été tués dans la région, qui est encerclé dans Rafah, qui a des pertes tous les jours, et essentiellement qui militairement est complètement vaincu, je ne vois pas comment il pourrait entièrement tenir les cartes. Alors il a des alliés, c'est le Qatar entre autres, il a des ennemis qui ne sont pas seulement Israël, mais certains des pays voisins, en particulier l'Égypte, et la seule chose qui peut en réalité lui permettre de s'en sortir, à part le changement
chantage épouvantable sur les otages, les plus faibles, les femmes, les bébés, s'il en reste, etc. C'est d'une part la pression américaine et peut-être d'autres pressions internationales. Je ne sais pas si l'Europe va vouloir faire la même chose. La pression américaine, elle est due à l'existence des élections, elle est due à la composition très complexe du Parti démocrate, avec, comme dans la France insoumise, enfin comme la gauche française, il y a une France insoumise à l'intérieur des démocrates. On sait que le président Biden a donné toute une série de lignes rouges dont je n'ai pas l'impression qu'Israël a vraiment l'intention de les respecter. La réalité, c'est aussi que les Américains donnent des munitions, enfin vendent des munitions aux Israéliens, et que de temps en temps, en particulier le leader démocrate à la Chambre, Chuck Schumer, donne des instructions du style il faut que votre gouvernement change, il faut que votre Premier ministre s'en aille, etc. Et quoi que les Israéliens aient recommencé à manifester contre Netanyahou, parce que c'est un pays démocratique où on peut manifester sans se faire tuer, je pense aussi qu'il y a une différence entre le pays qui est votre meilleur allié et puis une ingérence directe dans la politique israélienne. Donc ça m'a l'air plus complexe, mais je ne pense pas que c'est le Qatar qui contrôle... D'ailleurs, j'ai dit ça, c'est un lapsus qui veut dire quelque chose. Je ne pense pas que c'est le Hamas qui contrôle tout. Richard Verly. Quelle était la promesse de Benjamin Netanyahou? C'était d'éradiquer, d'annihiler, de supprimer le Hamas. Or aujourd'hui, tout en libérant les otages. Tout en libérant les otages. Officiels. Or aujourd'hui, il y a des négociateurs israéliens qui se dirigent pour discuter, sans doute par intermédiaire du Qatar ou autre, avec le Hamas. Lequel Hamas, que je sache, Anne-Elisabeth, n'a pas encore vu sa direction politique, qui est essentiellement basée à l'étranger, décimée. Et lequel Hamas continue d'être l'interlocuteur de la plupart des pays arabes. Donc, très franchement, Bertrand Badi, d'un point de vue politique, si on dézoome par rapport à la bande de Gaza, il a raison. Par ailleurs, le démantèlement militaire du Hamas, pour l'instant, il y a l'ultime bataille qui sera la bataille de Rafah. On apprend que Netanyahou a approuvé les plans. Cette bataille, si elle est déclenchée, on en connaît tous les conséquences humanitaires qui sont prévisibles, qui ne feront qu'accroître le ressentiment mondial, notamment dans les pays du Sud, envers Israël. Donc si ça, c'est une victoire, Anne-Elisabeth, je n'en souhaite à personne. Ce n'est pas ce que je n'ai pas dit que c'était une question de victoire. J'ai dit que le Qatar... Décidément, j'ai décidé d'appeler le Hamas le Qatar. Et il y a des raisons pour ça, puisque leurs 5 leaders les plus importants habitent dans un luxe insensé au Qatar. Mais je ne pense pas que ça veut dire que le Hamas a beaucoup de contrôle sur ça. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ils ont abandonné leurs premières exigences, c'est bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont aux abois. Je veux dire, il ne reste plus que Yahya Sinwar comme leader qui a ordonné la fameuse attaque du 7 octobre. Il est dans les tunnels où de temps en temps, une caméra de sécurité est hackée et on le voit. Il est proche de la sortie. Et ce que disait aussi Bertrand Badi à l'instant, Adeline Percept, c'est que la peur, ce que tout le monde redoute, c'est que ce conflit ne s'éternise et ne dure éternellement, entre guillemets. Bien évidemment, et là, c'est ce qu'on observe quand même ces dernières semaines, c'est cette espèce d'enlisement, puisque même Joe Biden a dit à plusieurs reprises, on y est, on va y arriver. Il espérait la trêve avant le Ramadan. Il espérait la trêve, etc. Et au fond, ça n'arrive pas. Les dernières nouvelles, c'est quand même que oui, effectivement, le Hamas nous dit oui, on veut bien une trêve de 6 semaines, mais... Au fond, il y a quand même le même jour quasiment cette info sur Netanyahou qui approuve les plans de l'offensive très redoutée à Rafah où il y a 1 million de réfugiés. Pour moi, le thème principal à gérer là tout de suite maintenant, c'est l'humanitaire. On voit que par voie maritime, il y a des tests qui sont concluants. Il y a mais par voie maritime, chacun par voie sait. Maritime qui a pu être. En fait, là, c'est vraiment Israël qui a les cartes en main. En gros, ils ont peur que l'aide humanitaire serve à acheminer des armes et je ne sais quoi au Hamas. Donc, on ferme toutes les voies terrestres. Or, tout le monde sait que c'est par voie terrestre que réellement on peut acheminer de l'aide humanitaire. Pour moi, il est là le point de blocage premier et prioritaire peut-être. Je pense que le mot principal, c'est enlisement. Et c'est à cause de l'enlisement qu'on a peut-être une lueur d'espoir de trouver une solution. Parce qu'effectivement, je ne pense pas que ce soit le Hamas qui a les cartes en main, parce qu'effectivement, Gaza a été détruite, 2,5 millions de personnes déplacées, la famine qui est là, plus de 30 000 morts parmi la population civile. Donc ils n'ont pas la main. 30 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas qui ont été examinés par des statisticiens. Même citée et reprise par le président Biden,
qui est quand même proche de Ce sont les seuls d'Israël. chiffres, en tout cas, dont on dispose. Ce sont les seuls. Donc, le Hamas, je ne pense pas qu'il ait les cartes en main, mais en même temps, ce n'est pas non plus Israël, du fait que, et Richard l'a dit effectivement, l'image internationale d'Israël est fortement touchée. Vous avez même effectivement dans le camp démocrate aux États-Unis qui demande des élections et le départ du Premier ministre Netanyahou. Donc les deux partis sont obligés d'aller chercher justement cette lueur d'espoir et cet accord, cette trêve. Donc peut-être on va s'accrocher à la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est cette proposition du Hamas. Est-ce qu'elle va rester dans l'État? Forcément pas. Mais de toute façon, c'est un point d'entrée. Et c'est déjà la fin de la première partie. Les informés reviennent dans un instant. À tout de suite. Merci de nous retrouver sur France Info. Dans l'actualité ce soir, garde à vue prolongée pour l'adolescent de 15 ans arrêté hier après avoir menacé plusieurs personnes avec un couteau dans le collège dont il venait d'être exclu dans le département de Côte d'Or. La qualification terroriste est pour l'heure écartée. L'établissement et le village sont sous le choc. Écoutez ces quelques témoignages. Il y avait des hommes, on voyait des gens courir en fait à travers les vitres, armés, et on ne savait pas à l'instant si c'était la police ou le tueur. Du coup, voilà, c'était très stressant. Au départ, je ne savais pas si c'était un attentat ou un exercice. Du coup, je me suis dit, je dois juste faire ce que j'ai à faire. Sauf qu'après, j'ai commencé à avoir peur pour mes amis. Et du coup, j'étais pas très bien. J'ai commencé à trembler et j'ai un peu pleuré. La politique après le Rassemblement national et la majorité présidentielle. La France insoumise a lancé à son tour cet après-midi sa campagne pour les européennes avec un meeting à Villepinte. Jean-Luc Mélenchon puis Manon Aubry, tête de liste, se sont succédés sur scène, notamment pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et préparer, promettent-ils, l'après Macron. L'actualité à l'étranger, le premier bateau apportant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza a déchargé sa cargaison, 200 tonnes de vivres. Aujourd'hui, un deuxième navire va partir lui aussi de Chypre dans les heures qui viennent. L'ONU redoute, vous le savez, une famine généralisée dans l'enclave. Dernier bilan, plus de 31 000 morts côté palestinien depuis le début de cette guerre. On revient en France. Le golfe de la discorde, la construction d'un parcours dans les Pyrénées-Orientales suscite la colère des associations écologistes. Un site gourmand en eau qui pose question dans un contexte de sécheresse. Une manifestation aujourd'hui a réuni des milliers d'opposants au projet. Robin Dussène. C'est un projet qui est loin de faire l'unanimité. Cet après-midi, plusieurs milliers de citoyens, mais aussi des militants écologistes, de partis de gauche et des élus locaux ont marché pour dire non au futur golfe de Villeneuve-de-la-Raho, un golfe de 18 trous, alors qu'il en existe déjà 2 dans un rayon de 10 km et près de 600 logements pour une trentaine d'hectares d'urbanisation. Les agriculteurs pouvaient à peine arroser, les particuliers ne pouvaient pas arroser leur potager. Donc déjà on a du mal à partager l'eau pour le minimum vital, alors si en plus on doit construire un golfe c'est des projets qui en 2024, selon moi, ne devraient même plus avoir lieu. Tout ce qui est en rapport avec l'eau et l'environnement, en fait, à un moment on est obligé d'agir, les choses doivent changer. Et en fait, l'eau est devenue le symbole de quelque chose et qu'en fait on ne peut plus laisser faire des projets qui vont venir puiser l'eau. Pour défendre son projet, la maire de Villeneuve-de-la-Raho, Jacqueline Hirle, met en avant le système d'arrosage qui utilisera 100% d'eau usée de la station d'épuration. Un argument irrecevable pour les manifestants. Selon la Chambre d'agriculture, les Pyrénées-Orientales auraient même une pluviométrie équivalente à la Jordanie. Dans le département, les restrictions d'eau sont désormais en vigueur depuis le printemps 2022. Une image de sport, l'Irlande remporte le tournoi des 6 nations. Victoire il y a quelques minutes contre l'Écosse, 17-13. Les Irlandais conservent donc leur titre dans ce tournoi des 6 nations après avoir battu la France en ouverture de ce tournoi. La France qui joue ce soir le crunch, le choc contre l'Angleterre. Ça se joue à Lyon. C'est donc le dernier match dans ce tournoi des 6 nations. Les Bleus qui ont l'occasion, en cas de victoire, de décrocher la 2e place dans ce tournoi des 6 nations. À suivre, les informés. Belle soirée sur France Info. Je vous retrouve demain pour le 19-20.
Bonsoir à tous. Finalement, dimanche s'annonce plus calme que prévu. Regardez sur la façade ouest, nous aurons l'arrivée d'une perturbation par les côtes bretonnes et normandes. Ça va se décaler en cours de journée plutôt vers les côtes normandes toujours, mais plus au nord vers la côte d'Opale, mais en réalité, ce sont les hautes pressions qui vont reprendre la main et de ce fait écarter la perturbation. D'ailleurs, partout ailleurs, nous allons retrouver une situation plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur les régions centrales, un ciel plus laiteux depuis l'estuaire de la Gironde jusqu'au flanc est, du développement d'Yonne sur le relief alpin, et puis au sud, un temps lumineux avec, c'est vrai aussi, quelques entrées maritimes. Sur le pourtour méditerranéen, température du matin contrastée, il y aura du rayonnement sur le nord-est, 3 degrés à Nancy, mais 15 à Biarritz au réveil, et puis dans la journée, c'est stationnaire, et donc au-dessus des valeurs de référence, 13 à Lille, 16 à Paris, jusqu'à 22 degrés pour le sud-ouest. Mais de Victor Maté. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et nos informés sont toujours là dans le studio de France Info. Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Anne-Elisabeth Moutet du Daily Telegraph, éditorialiste à Paris, bien sûr. Richard Verly, correspondant pour le quotidien suisse Blick. Et Juan José Dorado, journaliste espagnol basé en France. Parlons, si vous le voulez bien, à présent de la présidentielle en Russie qui a commencé hier et s'achèvera demain, marquée par plusieurs incidents, une bombe ou encore un cocktail Molotov jeté sur des bureaux de vote. Le résultat, lui, ne fait aucun doute. Avant même la fin du scrutin, on sait que Vladimir Poutine sera réélu pour un nouveau mandat. Votre regard, tiens, Anne-Elisabeth Moutet, sur ce scrutin joué d'avance? Ah mais spoiler, je suis scandalisée que vous ayez essayé de gâcher le résultat d'élection parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est ce qu'a écrit Charles Michel. D'ailleurs, il a, avec beaucoup d'humour belge, il a félicité Vladimir Poutine avant même la fin du scrutin. C'est Mission, comment ça s'appelle le truc Minority Report. Minority Report, c'est ça. On peut deviner avant. On prévoit l'avenir et on sanctionne ou pas en fonction de. La Constitution permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. On voit bien qu'il a l'intention de se servir de ça. Ça nous illustre encore un peu plus ce qui est devenu la Russie, c'est-à-dire une dictature totalitaire où les gens qui ne pensent pas comme vous sont soit bombardés quand c'est un pays différent, soit jetés par les fenêtres quand c'est juste des gens qui sont comme ça. Il y a qui attaquent des attaquants hors de la Russie, y compris en France. L'Angleterre est particulièrement concernée par ça parce qu'il y a eu des assassinats, 2 assassinats en Angleterre, l'un par du polonium et l'autre par un poison, le Novichok, qui a failli contaminer un quartier entier de Salisbury. C'est un État voyou, c'est un État hors la loi, c'est un État criminel. Et donc, il dit le président va être élu. Et il mimique d'une manière obscène le processus démocratique. Et puis, il faut voir aussi comment... Et ce qui est terrible, c'est qu'on s'y est tous accoutumés d'une certaine façon. Alors... moi, je ne me suis pas accoutumée, mais j'ai peut-être tort, mais moi, je trouve ça, c'est la chose la plus choquante. Parce que ce qui me fait peur, en revanche, c'est que des gens se sont accoutumés en disant « mais finalement, les Russes, c'est pas si mal, etc. » En France, parce que les Russes... Je parlais de l'élection de Vladimir Poutine. Oui, mais en général, je veux dire qu'il y a tout de même une frange de Français minoritaire, mais tout de même, mais aussi dans la politique, qui considèrent que la Russie est un excellent interlocuteur, qui croient toutes les balivernes que les Russes racontent sur l'Ukraine. En attendant de dire autre chose, je rappelle que Vladimir Poutine, il y a 2 semaines, a prononcé un mandat d'arrêt contre la présidente estonienne, la première ministre estonienne, la chef de gouvernement, c'est-à-dire celle qui dirige le pays, Kaja Kallas, et que ce que ça veut dire, c'est vous étiez en Russie jusqu'en 91, et nous vous reprendrons et nous enverrons votre Premier ministre au goulag. Il a commencé à dire la même chose sur des Lettons cette semaine. Et donc, il y a une espèce de folie meurtrière et totalitaire dans cet homme-là, et ne pas se rendre compte de ce que c'est, ça m'angoisse. Avec le contexte, en plus, Adeline Percept, on est 1 mois après la mort d'Alexeï Navalny, on est toujours forcément en pleine invasion aussi de l'Ukraine. Oui, alors moi, ce qui m'interpelle le plus dans cette... espèce de théâtre de démocratie qu'est cette élection russe, c'est au fond qu'on s'aperçoit d'une mise au pas totale de la société russe. Et quand on s'intéresse au sujet, on voit qu'au fond, la stratégie de Poutine toutes ces dernières années, ça a été de créer un système d'inversion des valeurs, un système médiatique évidemment, puisque la propagande d'État est continuelle et
En Russie, la vérité, avec énormément de guillemets évidemment qu'on vous présente, c'est que c'est l'Ukraine qui, au fond, et l'Occident qui a attaqué la Russie. Donc il faut se mettre un tout petit peu à la place des Russes aujourd'hui. Ils entendent ça à longueur de temps. Les enfants sont embrigadés dans la moindre école au fin fond du pays. Les enfants sont embrigadés avec des programmes parascolaires spéciaux, comme si on était au fond dans un incroyable retour en arrière et en plein dans l'URSS, et c'est un peu ce que vous évoquiez aussi. Donc moi, c'est ça que je retiens de cette élection, et c'est vrai que ça ne donne pas beaucoup d'aspects positifs pour l'avenir. Juan José. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui va se passer lundi matin, dès qu'on aura lundi les résultats de cette élection. Quels sont les positionnements qui vont être pris par Vladimir Poutine par rapport justement à l'Ukraine? Est-ce qu'il va encore dire, voilà, on va remettre une couche parce qu'on se sent fort, parce que vous regardez, mon pays est derrière moi. Et donc, le risque, c'est que dans les jours, dans les semaines à venir, on voit parce qu'en plus, la participation s'annonce forte, enfin, elle est provoquée et elle risque d'être forte. Si vous croyez aux résultats, hein, donc même en ceux de la participation. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est ce qui va passer en Ukraine dans les jours, dans les semaines à venir, avec un président qui va nous vendre le fait qu'il est très fort. Je souscris complètement les propos d'Anne-Elisabeth, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un État qu'aujourd'hui, le seul bémol, c'est que nous, encore, on le considère effectivement comme un interlocuteur, et il devrait ne plus l'être aujourd'hui de l'Union européenne et d'un certain nombre de pays quand même. Richard Verly, sur tout cela. Oui, ce qui est vraiment aussi très inquiétant, c'est que ce simulacre d'élection, avec ces bureaux de vote, avec ces Russes qui se déplacent, le reste du monde le regarde et une partie du monde y croit. Et il faut quand même le dire. Une partie du monde, notamment dans les pays du Sud, d'abord parce que souvent ce sont des pays qui ont le même type d'élection, mais là où la propagande russe est très forte, c'est que le théâtre est très bien joué. Ça ressemble à une élection. Et moi, je partagerai la sévérité d'Anne-Elisabeth. Là où je suis consterné, c'est d'avoir entendu des intellectuels français dire que la Russie aujourd'hui est une démocratie autoritaire. Je crois que Éric Zemmour l'a dit aussi. C'est un scandale, c'est une dictature, ce n'est en aucun cas une démocratie, même autoritaire. Il y a des pays où les pratiques démocratiques sont altérées par, disons, par exemple, le rôle de l'armée, mais ce n'est pas du tout le cas en Russie, c'est une dictature. On va continuer à en parler de cette élection présidentielle russe. Ce sera après le Fininfo, 20h40. Stéphane Milhomme. À Dijon, plusieurs personnes sont en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée. Un adolescent de 17 ans a été blessé au bras mercredi dernier lors d'une fusillade dans le quartier de la Fontaine-Douche. L'hypothèse, c'est un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. 3 morts après des coups de feu tirés aux États-Unis. Le drame s'est produit à Philadelphie. Le suspect a 23 ans. Il est actuellement retranché chez lui. Les victimes sont des membres de sa famille, selon la police du New Jersey, qui cerne actuellement sa maison. Le meeting de la France Insoumise pour les européennes du 9 juin et cette sortie de la tête de liste Manon Aubry. Non, monsieur Macron, nous n'enverrons pas mourir nos enfants sur le front ukrainien. Depuis Villepinte et devant des milliers de militants, la candidate a également fustigé les absences au Parlement de Strasbourg de Jordan Bardella du Rassemblement national. 3 jours après avoir été secourus par SOS Méditerranée, 23 des 359 migrants rescapés ont été débarqués à Catane en Italie pour y recevoir des soins médicaux. Les militants de l'association humanitaire lancent maintenant un appel aux autorités pour les 336 autres personnes, qu'elles soient également prises en charge. Et puis la Ligue 1 de football, Lens face à Nice à 21h. L'enjeu, c'est une place européenne la prochaine saison, 26e journée toujours. Et avant cela, nouvelle lourde défaite de Nantes au stade de la Beaujoire, dominée par Strasbourg 3-1, un autre mal classé. France Info. 20h, 21h. Les informés, Victor Matet. La présidentielle en Russie, regardée de près, très commentée en France, notamment ici à France Info. Dans les autres pays, comment est-ce que cela se passe? Anne-Elisabeth Moutet, notamment en Angleterre, les médias anglais couvrent beaucoup la présidentielle en Russie, regardent beaucoup ce qui se passe. Oui, et puis il y a eu une unanimité pratiquement, sauf une toute petite frange en Grande-Bretagne à soutenir l'Ukraine, depuis longtemps. D'abord parce que les relations entre l'Union soviétique et la Russie, qui est le prolongement de ça, et la Grande-Bretagne ont toujours été beaucoup plus difficiles
il est beaucoup plus heurté qu'avec la France. Il n'y a personne en Angleterre qui a parlé de l'Europe, de la Cornouaille à l'Oural. Et donc ça compte aussi. Et puis bon, Poutine se sert maintenant, et les pro-russes se servent maintenant de ce qu'a dit le général de Gaulle dans un contexte différent pour expliquer que c'est comme ça qu'il aurait pensé. Quand il y a eu une vraie crise dans la guerre froide, qui était la crise des missiles en 1962, des missiles nucléaires, des têtes nucléaires à Cuba, le général de Gaulle a immédiatement collaboré avec le président Kennedy. Il a même refusé de voir les photos américaines qui le prouvaient. Il a dit « j'ai pas besoin de ça, la parole du président Kennedy me suffit ». Donc, en Grande-Bretagne, il y a un soutien à l'Ukraine. Il a été exprimé par la famille royale. La famille royale, dans ces cas-là, c'est toujours une chose qu'elle voit avec le ministère des Affaires étrangères et avec le numéro 10 Downing Street, c'est-à-dire le Premier ministre. Et par ailleurs, en 2014, quand les Ukrainiens ont été envahis par les Russes, et que les Russes ont envahi la Crimée et les oblasts de l'Est de l'Ukraine, les Ukrainiens se sont rendus compte que leur armée n'était pas au niveau. Et les premiers à qui ils ont demandé de les aider à construire une armée moderne, que nous voyons depuis plus de 2 ans maintenant se défendre contre un ennemi supérieur en nombre, ce sont les Britanniques qui ont recréé ce qui n'existait pratiquement pas, c'est-à-dire des officiers subalternes, des sergents-majors, des centurions, comme on dirait dans les légions romaines, qui sont les gens qui font marcher une armée, plus tout un système d'initiative au lieu d'écouter le chef aveuglément, comme ça se passe dans l'armée russe en face. Adeline Percept, en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu de la désinformation ces derniers jours de la part de Vladimir Poutine. Comment est-ce que l'on suit cette élection depuis la Belgique ? Non, mais exactement comme en France. De toute façon, la question de la désinformation, elle concerne toute l'Europe, soyons très clairs. Et c'est d'ailleurs un sujet qui devrait être le sujet un peu numéro 1 au sein des états-majors. Voilà, la désinformation, c'est vraiment un pilier de la stratégie de Poutine, notamment pour essayer de créer du conflit à l'intérieur de nos sociétés européennes, hein, créer du conflit autour des questions qui lui sont chères, à savoir l'Ukraine, à savoir notre rapport à l'extrême droite aussi, etc. Donc je pense que voilà, tous les Européens le savent et que d'ailleurs ça devrait être un thème des élections européennes pour rebondir là-dessus. Sans parler des cyberattaques qui visent, je pense, à peu près tous les pays représentés ici ce soir. Juan José Dorado, l'Espagne en fait partie. L'Espagne en fait partie. D'ailleurs, l'Espagne s'intéresse beaucoup aux élections, enfin beaucoup, un peu de côté, parce que vous savez, nous, le principal problème, c'est la question de la désinformation et le rôle qu'a joué la Russie lors de la tentative d'indépendance de la Catalogne. D'ailleurs, qui va être donc investigué par le Parlement européen. Donc, on suit les élections en Russie, mais en même temps, il faut savoir que la politique intérieure, et notamment avec une gauche, l'équivalent de Podemos, Sumar aujourd'hui, qui avait des positionnements plus proches de la Russie que de l'Ukraine, donc fait qu'effectivement une partie de la société s'intéresse, mais sans plus, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est justement cette campagne de désinformation qui existe de la part de la Russie en Espagne depuis des années et de l'appui aux indépendantistes catalans. Le regard suisse, Richard Verly, sur cette présidentielle. D'abord, c'est le regard des Russes de Suisse, parce qu'il y a environ 17 000, sans doute des binationaux russes qui votent. Et il y a eu un sondage, en l'occurrence fait par le journal qui m'emploie, Blick, et ces gens votent majoritairement Poutine. Et ils font comprendre pourquoi. C'est parce que beaucoup sont venus avec l'argent des oligarques. Parce que je reconnais que le Royaume-Uni a aidé l'armée ukrainienne, mais Anne-Elisabeth, tu aurais dû dire aussi que le Royaume-Uni avait accueilli à bras ouverts l'argent des oligarques et des oligarques les plus poutinistes. Et c'est une particularité que la Suisse partage. Et donc, il y a encore en Suisse un certain nombre de gens qui votent, qui réclament et qui estiment que Poutine est un bon dirigeant pour la Russie. C'est absolument ahurissant, mais ça pose une autre question, et qui est une question, je crois, très importante. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les Russes
et pas avec la Russie, et pas avec Poutine. Parce que les Russes, c'est un grand peuple, on l'a souvent dit, il y a encore des Russes dans beaucoup de pays européens, il faudra réapprendre à vivre avec les Russes. Et les Russes, en ce moment, ils sont sous le coup d'une propagande effrénée. Et malheureusement, si on veut faire du mal à ce régime et du mal à ce pays, il faut accepter de faire mal aux Russes. Donc c'est compliqué à la fois de se mobiliser contre un peuple alors qu'on n'a rien contre lui, mais c'est parce que son dirigeant est en train de le façonner comme une entité anti-européenne. J'ai un peu l'impression aussi qu'en Suisse, ce n'est pas des pauvres Russes qui habitent en Suisse. C'est ce que je disais. C'est voilà. Eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils donnent avec l'argent des oligarques, mais ils ont de l'argent eux-mêmes aussi. Et on a constaté que souvent, dans les églises orthodoxes russes en Suisse, parce qu'il y en a plusieurs, le discours, je ne sais pas s'il s'agit du prêche à proprement parler, est souvent pro-russe, pro-Poutine. Alors, moi j'ai des ancêtres russes. Et je sais que dans l'église orthodoxe russe de France, on a prévenu des gens de la congrégation, il y a au moins 1 an, 2 ans avant la guerre, ne vous en faites pas, il y a encore du clergé ukrainien, mais on va s'en débarrasser. Donc dès 2018, parce que ça m'a été rapporté en 2018, dès 2018, ils étaient déjà en train de préparer ça. Et il y a aussi eu une église orthodoxe, pas russe à Paris, plusieurs même, mais je veux dire, tout ceci était vraiment concocté. Et le dernier jour de cette présidentielle russe, c'est donc demain. Dans un instant, notre dernier sujet, on s'intéressera à Montbéliard, ville capitale française de la culture pour cette année 2024. D'abord, un détour par Lyon pour le tout dernier match du tournoi de rugby des 6 nations. La France qui reçoit l'Angleterre. Vincent Pellegrini, vous êtes avec nous au-delà du classement final pour les Bleus. Il faudra confirmer le regain de forme observé le week-end dernier. Oui, effectivement, Victor a essayé de finir sur une bonne note, un tournoi qui avait très mal commencé avec cette très grosse défaite à domicile concédée face à l'Irlande. L'équipe de France s'est relancée en s'imposant à Cardiff au Pays de Galles le week-end dernier. Et là, il faut bien évidemment essayer de confirmer, de finir à la meilleure place possible et de battre cette équipe d'Angleterre qui, elle, reste sur un très beau succès le week-end dernier face à l'Irlande. Un Groupama Stadium archi plein, 60 000 personnes pour ce crunch, pour ce dernier match du tournoi Destination qui, on le sait depuis maintenant 1 heure, a été remporté par l'Irlande. Merci beaucoup Vincent Pellegrini et coup d'envoi à 21h dans 10 minutes. Donc ce sera à vivre sur France Info, la radio. 20h50, le fil info, l'essentiel, c'est avec Stéphane Milhomme. 24 heures de plus pour la garde à vue de l'agresseur présumé de la principale du collège de Chenôve en Côte d'Or. C'était hier avec un couteau. L'adolescent de 15 ans lui a remis également une lettre évoquant les attentats de 2015. La qualification terroriste pour l'instant n'est pas retenue. Une cellule psychologique a été ouverte après le confinement hier des élèves. Le parquet de Marseille réclame un procès après le drame de la rue d'Aubagne. La mort de 8 personnes dans l'effondrement de 2 immeubles insalubres. C'était en 2018. 4 suspects sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires, dont un ancien élu en charge de la prévention des risques. Le parti indépendantiste Nation dénonce l'accord trouvé entre le gouvernement et les élus corses sur un projet d'écriture constitutionnelle. Il prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île. Ce mouvement qualifie cet accord de faute politique de la part des signataires corses. Un deuxième bateau prêt à partir pour Gaza depuis Chypre. Le premier est arrivé hier après une petite semaine en mer et avec 200 tonnes de nourriture à destination des civils. Le chef du Mossad, les services secrets israéliens, doit reprendre demain à Doha des discussions sur une éventuelle trêve avec des négociateurs américains, qatariens et égyptiens. Et puis au Soudan, la fermeture des écoles en raison d'une vague de chaleur. Elle touche le sud de l'État africain avec des températures pouvant atteindre les 45 degrés. C'est une mesure inédite dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est, particulièrement vulnérable au changement climatique. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Notre dernier sujet ce soir dans les informés nous emmène donc à Montbéliard, désignée capitale de la culture française pour 2024. Début des festivités en début de soirée en présence du Premier ministre Gabriel Attal. C'est effectivement mon premier déplacement dédié à la culture depuis ma nomination en tant que Premier ministre il y a maintenant 2 mois. Et si j'ai attendu, malgré les invitations, les propositions qui m'étaient faites, c'est parce que je tenais absolument à ce que ce premier déplacement dédié à la culture puisse avoir lieu en dehors de Paris. Parce que la priorité, j'y reviendrai dans un instant, que j'ai fixée à mon gouvernement,
c'est véritablement la démocratisation de l'accès à la culture partout sur le territoire, singulièrement dans la ruralité, mais en s'appuyant sur la très grande diversité, la très grande richesse culturelle de notre territoire. Voilà, le Premier ministre est Gabriel Attal, Montbéliard, tout près de la Suisse. Richard Verly, vous avez fait jouer vos réseaux pour imposer ce choix? Eh oui, vous voyez, ça marche. Ça marche. Non, plus sérieusement, ça paraît étonnant ou pas, ce choix de Montbéliard? Non, parce que toute cette région est très dynamique sur le plan culturel. Je pense également à une ville comme Besançon, qui est très active. Et je dois dire que ça fait plaisir pour Montbéliard. C'est une ville, vous savez, c'est la ville de Peugeot, historiquement. C'est la ville du club de foot de Sochaux-Montbéliard. Donc c'est une région qui a souffert économiquement de la désindustrialisation. C'est une région qui revit par la culture, ce qui est une très bonne nouvelle. Et je pense à Belfort, qui n'est pas très loin. Il y a un festival de rock qui est justement les Eurokéennes, qui est extrêmement réputé. Donc voilà, l'avenir est à l'est de la France et si possible près de la frontière suisse. C'est beau. Anne-Elisabeth Moutet, qu'est-ce que vous en dites? Je constate qu'en Grande-Bretagne, les villes de la culture, les 3 dernières villes de la culture, c'était également des choix qui pouvaient paraître un peu étonnants, puisque la prochaine, je crois, il y a eu Coventry, il y a eu Hull, et j'ai brusquement un trou pour rappeler quelle est la 3e. Mais on cherchera. On cherchera. Mais ce sont également des villes qui ont exactement la même histoire, c'est-à-dire des villes industrielles désindustrialisées, des villes où il n'y a pas d'université majeure. Je veux dire qu'il y a probablement des établissements d'enseignement supérieur, mais qu'il n'y a pas Oxford, il n'y a pas Durham, il n'y a pas St Andrews, il n'y a pas des choses comme ça. Et l'idée qui consiste à faire, je dirais, du rééquilibrage culturel, c'est quelque chose qui est visiblement partagé par les différents pays européens. Adeline Percept, c'est bien, effectivement, comme elle a dit Gabriel Attal, voilà, il faut sortir de Paris, montrer que la culture, c'est partout ailleurs. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Vous savez, j'étais plus jeune, très critique envers ce genre de choses. Et il se trouve qu'en 2012, j'étais en poste à l'époque en Espagne et j'étais envoyée au Portugal, au nord du Portugal, pour la ville capitale culturelle européenne qui a été en 2012 Guimarães. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Moi, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'est une magnifique ville du nord du Portugal, médiévale. Et tout le monde disait à l'époque, il y avait une polémique, mais pourquoi Guimarães? C'est quand même pas Lisbonne, c'est quand même pas Porto, etc. Et en fait, ça, vraiment, cette année-là, ça a apporté du tourisme dans cette ville magnifique, ça a apporté une sorte de souffle culturel, et donc j'ai changé d'opinion là-dessus, et je trouve que Montbéliard, moi par exemple, je suis allée dans tous les coins de France et de Navarre, je n'ai jamais mis les pieds à Montbéliard. Ce sera l'occasion. Ce sera forcément l'occasion, et je trouve ça intéressant, parce qu'on a beaucoup dit, la France ne sait pas décentraliser, la France ne sait pas sortir des grosses métropoles, etc. Eh bien là, je trouve ça intéressant de le faire via la culture, parce que ça fonctionne, parce que c'est des moments dans lesquels on peut se retrouver, toute la société, sans se taper dessus, ce qui est quand même pas mal. Pour un Espagnol qui vit en France, Juan José Dorado, c'est quoi la culture française ? Alors c'est quelque chose de très particulier parce qu'on a, pour nous, la culture française c'est une référence déjà parce qu'effectivement on a vécu, ça commence à dater, hein, il y a pratiquement 50 ans une dictature qui a duré 40 ans et donc les intellectuels espagnols venaient en France et les Espagnols avaient un regard vers la France, mais la culture française est beaucoup plus que ça parce que l'exception culturelle c'est la France qui nous l'a appris, c'est vous qui investissez dans le monde de la culture. Vous savez, je regardais les budgets du ministère de la Culture français, c'était 11 milliards pour cette année. L'Espagne, c'est à peine 2 milliards. Donc, vous voyez la différence entre nos deux pays. Après, cette idée des capitales françaises de la culture, c'était encore une très bonne idée. Nous, on ne pourrait pas le faire parce qu'on est un pays très décentralisé. Donc, on voit mal, effectivement, aller célébrer la culture catalane à Séville. Ça ne passerait pas. Donc, vous voyez. Donc, c'est la réalité. Mais pour nous, la France reste quand même un référent. Pour nous, les Espagnols, mais pour nous, les Européens, de façon générale, puisque la fête de la musique, ça a été quand même une idée, une invention française. Avec Jack Lang, 1981. Anne-Elisabeth Moutet, qu'est-ce qu'on dit en Grande-Bretagne de la culture française? Qu'est-ce que vous en dites, vous, d'ailleurs, personnellement? Alors bon, je la défends parce que je suis tout de même de nationalité française, mais là, c'est très intéressant parce que les Britanniques sont un petit peu schizophrènes sur la France. On asticote les Français et comme
Quand un Anglais vous aime bien, et uniquement quand il vous aime bien, il vous charrie. Il se moque de vous, c'est affectueux. Quand on fait ça à un Français, l'attitude générale du Français, c'est comment vous m'insultez. C'est pas du tout la même chose. Et il y a une incompréhension entre les deux nations qui est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Or, il y a en même temps une immense admiration pour la culture française, il y a une immense admiration pour l'histoire de France, y compris celle où on s'est battus les uns contre les autres. Et évidemment, vous pouvez, même dans mon journal, où on asticote les Français plus que d'habitude, parce qu'on est un journal conservateur, 3 pages plus loin, vous allez trouver une page entière sur à quel point vivre en France, c'est formidable, les villes sont magnifiques, l'art est génial, la santé, le système de santé marche mieux, enfin tout va mieux en France. Et donc on veut dire les deux choses à la fois. Je voudrais rappeler un truc, c'est à mon avis symbolique. Il y a des années de ça, je travaillais pour un journal qui s'appelait The European, qui n'existe plus, et on m'a envoyé voir Jacques Delors avec cette fameuse couverture du Sun qui disait Up yours Delors contre le traité de Maastricht. Et Up yours, ça veut dire allez vous faire voir, et je suis poli. Je vais voir Delors et je lui demande, et Delors me dit, Jacques Delors me dit, écoutez, la Grande-Bretagne, bon, certainement la façon dont c'est exprimé, je ne peux pas vous dire que ça me fait plaisir, mais il existe en Grande-Bretagne un débat populaire sur l'Europe, et en France, nous ne l'avons pas eu, c'est resté le domaine des technocrates. C'était d'une telle élégance que mon canard s'est retourné, et ils ont dit, ce type est formidable, ce qui n'était pas quelque chose qu'on disait souvent dans le journal. Et ce sera le mot de la fin sur la culture. Richard Verly, pour comprendre votre regard de la culture française, on se penchera vers votre livre qui sort bientôt dans moins de 2 semaines chez Grasset. Ça s'appelle Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Tout un programme, ouvrage sur nos illusions ou nos désillusions. D'ailleurs, la France vue de l'étranger à découvrir donc à partir du 27 mars. Merci à tous les 4 d'être venus ce soir dans Les Informés qui reviennent dès demain matin sur France Info. Très bonne soirée à tous.